Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce 15e épisode de mon podcast créatif. Je suis Cécile alias Prums Création sur Instagram et YouTube. Donc au programme du jour, aujourd'hui je vais vous proposer deux créations en loisir, en couture loisir. Et ensuite on passe à la partie CAP. Donc on commence par la couture loisir. Donc la couture loisir, j'ai effectué deux modèles du Sweat Andrea de la marque Petit Patron. J'ai pris la taille 4 ans, donc j'avais acheté les trois niveau enfant, niveau femme et pour homme. Et là je me suis attaquée à la version, il y a plusieurs versions de ce patron, vous voyez, je ne sais pas si on voit très bien, sur 3 bandes, sur 2 bandes ou en uni. En fait on peut faire beaucoup de variantes de ce patron et c'est ce que je trouvais très intéressant quand je l'ai acheté. Donc j'ai fait la taille 4 ans pour un petit garçon de 3 ans. Alors qu'est-ce que je peux vous en dire? Alors pour commencer, contrairement à ce que je pensais comme un Sweat, c'est une version assez simple pour moi à coudre, puisque ce sont des coutures exclusivement pour moi à la surjeteuse. Première chose, déjà les marges de couture sont incluses et elles font 1 cm. Or à la surjeteuse c'est 0,7, donc on a déjà, le modèle est déjà un peu plus grand que ce qu'il est prévu, puisque on a 0,3 mm qui sont en plus par rapport aux marges de couture. Deuxième chose que je voulais vous dire sur ce patron, j'ai constaté une petite anomalie sur le patron. Alors c'est pour la taille 4 ans, je ne sais pas si, j'ai pas vérifié si elle l'était également sur les autres tailles, mais vous verrez, là je pensais au début que j'avais mal coupé mon tissu, et quand j'ai regardé au niveau du patron, je me suis rendu compte que c'était effectivement le patron qui pêchait et non pas ma façon d'avoir coupé. Donc en fait là on a le devant du patron, le dos du patron, et normalement quand on superpose le patron devant et dos, au niveau de l'épaule on doit avoir la même taille, et ce qui n'est pas le cas. Là vous pouvez constater qu'il y a un petit écart. Donc si vous faites ce patron, alors je ne sais pas, comme je vous dis, je n'ai utilisé que la taille 4 ans, je ne sais pas pour toutes les autres tailles si c'est le même cas, mais faites attention à ce petit point de détail, parce que sinon vous allez avoir un petit défaut, comme j'ai dû couper après coup, un petit défaut en fait au niveau de l'épaule, de l'assemblage de l'épaule. Alors j'avais fait, comme je vous l'ai dit, le choix des 3 couleurs. Donc comme je vous l'ai indiqué, je pensais que c'était un patron assez simple à faire, et en final faire des bandes différentes m'ont pris beaucoup plus de temps que prévu, parce que ce qu'il y a à effectuer, c'est le raccord, les raccords en fait de chaque ligne. Et là il y en a on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en fait, et 12 en fait. Si on prend ce modèle là, le dos et le devant pour 3 lignes de chaque côté, et les bras également pour 3 lignes de chaque côté. C'est à dire que contrairement à ce que je pensais coudre tout en même temps. Il a fallu que je bâtisse chaque raccord pour que ce soit le plus correct possible, et que je ne me retrouve pas avec un décalage de couleur entre le devant et le derrière, et avec pareil par rapport aux manches. J'ai fait aussi la bêtise de prendre 2 tissus qui n'ont pas la même extensibilité, ce qui fait que j'ai dû modifier le choix de mon encolure pour un des tissus qui n'était pas assez extensible, et je crains d'ailleurs que la tête du petit garçon à qui il est destiné ne passe pas à cause de l'extensibilité qui n'est pas assez grande à mon goût. Mais on va espérer, on va croiser les doigts pour que ce soit le cas. Sinon du coup, je redéferai et je referai avec un tissu plus extensible, parce que j'ai fait le choix de ne pas prendre, normalement c'est du bord côte qui est un tissu vraiment très extensible.
l'encolure, la bande du bas et les manches sont faites normalement en bord-côte, mais j'ai préféré utiliser le même tissu pour qu'il n'y ait pas une trop grande différence de couleur, parce que je n'arrivais pas à trouver du bord-côte de la même couleur que mon tissu. Le tissu vient de... Je vous en avais déjà montré un exemplaire avec mes suites que j'avais fait la dernière fois, et c'est les restes en fait de ce tissu, ce qui est d'ailleurs très bien pour ce type de patron, qui est très bien pour les restes de tissu. Il vient donc de la mercerie Extra. Donc 2 exemplaires. Donc, alors quand je les ai fait pardon, en même temps, donc il a fallu quand même que je fasse attention à ne pas mélanger les couleurs, parce que ce sont deux couleurs différentes mais que j'ai mixées, et surtout que je ne me trompe pas. Ça c'est aussi important, je pense, que je vous en parle. Pour chaque pièce, donc il y a le haut, le dos, et chaque bande a sa propre pièce à découper, et un haut et un bas pour chaque bande. Donc il faut faire attention à ne pas se tromper de sens de la bande, parce qu'on a vite fait de se retrouver avec des côtés qui partent non pas comme ça, mais comme ça en fait, puisqu'on se serait trompé de sens de bande. Donc ça c'est important aussi dans le patron, à faire attention à ce petit point de détail qui a quand même son importance. Donc je vous montre ce que ça donne, ma première version qui est celle-ci. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui a été le plus compliqué, c'est d'assurer que les raccords soient le plus correct possible, et même malgré tout, en le bâtissant à la main, j'ai eu quelques petits, avec la surjeteuse, j'ai eu quelques petits écarts. Vous voyez là, on peut voir un petit écart qui s'est fait, malgré que j'avais cousu au préalable les 2 raccords ensemble, pour pas que justement j'ai ces écarts là. Donc si on ne fait pas ça, je pense qu'on risque de se retrouver avec des écarts plus importants, et du coup c'est beaucoup moins joli à regarder. Si on voit que le rouge par exemple il est descendu parce qu'on a tiré, et que du coup ça n'avait pas été maintenu au préalable, on risque vite de se retrouver avec un résultat un peu moins satisfaisant. Donc comme je vous ai dit, j'ai dû changer. Normalement je voulais faire cette bande d'encolure en bleu, mais le bleu, alors je sais pas si ça va se voir ici, mais le bleu il est malheureusement pas extensible. Si je regarde le rouge ici, vous voyez le rouge, vous voyez le bleu, on n'a pas la même extensibilité, et ça je m'en étais pas rendu compte avant de coudre, et que du coup quand j'ai voulu faire le col, je me rendais compte que tout de suite qu'il y aurait un problème avec le col. Donc l'encolure là, j'espère que sa tête passera, mais j'ai un petit doute quand même, parce que bon, on verra bien. Donc ça c'est la première version, donc bleu et rouge. Et ma deuxième version, rouge et bleu. Donc tout est rentré dans moins de... Il me restait moins d'1 mètre du rouge, et j'avais 1,50 m, mais bon, il me reste encore pour le bleu. Donc 2 petites versions sur 4 ans qui, je trouve que ce patron est très sympa. Les possibilités avec ce patron, c'est vraiment très très sympa. Donc ça c'était les premières cousettes loisirs, et je passe aux cousettes du CAP. A tout de suite. Alors pour le CAP, donc je commence par l'histoire de la mode. Nous étions arrivés à la fin du XVIIIe siècle, oui, à la fin du XVIIIe siècle, dans le dernier épisode. Et cette fois-ci, on avait l'après-révolution, donc à partir de 1789, hein, l'après-révolution, et le 19e siècle à étudier. Alors j'avoue que pour le 19e siècle, c'était un siècle complet, qu'il y a eu énormément d'évolutions liées surtout à la révolution, on va dire, industrielle, et toutes les comment dire, modifications et apports de l'industrie dans le commerce de la mode, qui ont eu un impact considérable. Donc j'ai eu du mal à on va dire, synthétiser un siècle complet de mode,
Donc je suis restée sur trois grosses périodes avec ce qu'on y trouvait le plus sur ces périodes-là pour avoir quelque chose de synthétique, hein, et pas, bien évidemment, tout ce que je fais en termes d'histoire de la mode, ça reste du synthétique, et que si vous êtes intéressé par ça, il y a énormément d'informations que je ne peux pas résumer là en une demi-heure de vidéo. Donc sur ce que j'ai compris et appris sur l'histoire de la mode par rapport à la période révolutionnaire, donc l'après-révolution, donc on est arrivé la dernière fois à la fin de Louis XVI, la mort de Marie-Antoinette et de Louis XVI, et du coup le bouleversement qui a eu lieu après, qui concernait ça a eu un impact important sur la mode et le costume surtout. Ça a bouleversé, la révolution a bouleversé l'ordre social et a induit la bourgeoisie et la noblesse à plus de simplicité, à une obligation de plus de simplicité, car au niveau de la période des révolutions et surtout au niveau de la période de la terreur, si nous ne faisions pas ce qui était préconisé pour justifier de notre accord avec la nouvelle démocratie entrante, eh ben on était facilement guillotinés. Donc la noblesse, soit elles acceptaient cette modification drastique de leur mode et de leurs habitudes, soit elles fuyaient le pays, elles s'exilaient dans un autre pays parce qu'elles n'acceptaient pas les conditions de vie et les conditions de l'époque. Pour ce qui est donc des costumes, sont apparus alors il y a eu une modification vraiment pour la femme. Je vais vous montrer l'exemple, c'est le port du caraco, où la femme a commencé à l'époque, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, mais la femme a commencé à s'habiller un peu plus de manière masculine, hein, avec un port de caraco. Il y a eu la disparition de ce qu'on appelait la culotte aristocratique, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé à l'époque. Donc, et est apparu ce qui est l'actuel pantalon. Et j'ai appris du coup que les sans-culottes, parce qu'on pouvait croire que c'est des personnes sans culottes, mais non, c'était la culotte aristocratique. Donc du coup, les sans-culottes, c'était les personnes qui portaient ce pantalon, qui refusaient en fait le port de la culotte aristocratique et portaient dorénavant un pantalon. Alors c'était pas aussi long que ceux d'aujourd'hui, ils étaient un peu plus courts, mais ils n'étaient pas comme les culottes aristocratiques ou qui descendaient assez bas. Et il y avait en fait les pantalons qui étaient, les jambes, pardon, qui étaient beaucoup plus resserrées et près du corps. Donc à cette époque-là, donc une disparition, comme je vous ai dit, de tout ce qui était en lien avec la noblesse et l'aristocratie, donc plus de perruques, plus de poudre, vous savez la fameuse poudre blanche qu'émettant les aristocrates, plus de corset, la femme était libérée du corset qui l'engonçait à l'époque, et plus de talons, enfin il fallait être simple, il fallait montrer son accord avec la révolution, il fallait prouver que l'on était en fait un républicain tout simplement, et pour ça est apparue en fait la fameuse cocarde. Donc la fameuse cocarde qui était le petit ruban bleu blanc rouge, hein, sur les chapeaux et sur les chaussures des femmes, pour dire je suis avec vous, je suis d'accord avec cette révolution et je suis républicaine, républicain, et de toute façon j'ai pas le choix parce que sinon je me fais guillotiner. Donc il y a vraiment eu cette période là qui était vraiment, ils ont appelé ça la terreur, et ça a eu vraiment cet impact là au niveau de la mode, c'est-à-dire que si on ne suivait pas, si on n'était pas en accord avec ça, soit on se faisait guillotiner, soit comme je vous l'ai dit, hein, il valait mieux partir de la France. Donc la tenue de l'époque, c'était à peu près ce type de tenue là. Il fallait que les couleurs soient les couleurs du nouveau drapeau bleu blanc rouge et non pas du drapeau blanc aristocratique et monarchique. Donc on avait des tenues où il fallait que la couleur républicaine apparaisse correctement. Donc ça c'était l'après-révolution qui a duré quelques années, mais qui a été vraiment très très courte malgré tout au vu de l'histoire complète de la mode.
Est arrivée ensuite la période, donc sur le 19e siècle, j'ai synthétisé 4 périodes. La première qui était la période napoléonienne, qui a duré de 1795 à peu près à 1815, avec un retour, on va dire, une mode antique gréco-romaine, et également par rapport à la femme de Napoléon, qui était donc Joséphine de Beauharnais, qui elle a ramené un petit peu le style empire, hein, sur cette période-là, qui a duré à peu près jusqu'à 1815. Donc ça donnait ça en termes de style de vêtements. On revoit un peu comme je vous avais expliqué à l'époque de Gréco, l'Antiquité, quoi. Les vêtements amples, un peu comme des drapés. Et là, c'est le style empire, hein, où on voit en fait le blanc est revenu, sur cette période-là, le blanc est revenu beaucoup en fait, hein, la couleur blanche. Ensuite, on est passé, après la période de Napoléon quand il a été exilé, on est passé sur la période sous la Restauration. Alors là, la Restauration, c'était tout simplement une période qui a duré donc de 1815 à peu près 1835, on va dire, et qui a ramené la monarchie. Donc Napoléon a été exilé, la monarchie est revenue par le biais des frères de Louis XVI. Il y avait Louis XVIII en premier lieu, puis Charles X. Et donc pendant cette période-là, au niveau de la mode, on va dire qu'on était dans une période qui s'appelait le romantique. La mode romantique. Et la femme a été... donc le corsage est revenu. Il y avait moins de froufrou, moins comment dire, moins de pièces rapportées sur les vêtements. Le corset, comme je vous l'ai dit, redevient un élément indispensable. La femme est, d'après le modèle de la robe, très serrée en haut, donc un corset à nouveau très serré, et beaucoup plus large en bas. Et est apparue à cette période-là, durant la période de la mode romantique, est apparue une nouveauté qui est au niveau des manches, et c'est l'apparition des manches gigots, on va y arriver, des manches gigots, vous savez, les grosses manches qu'on connaît encore aujourd'hui, parce que ça existe encore, peut-être pas aussi bouffante que ce que je vais vous montrer comme exemple, mais c'est à partir de cette période-là que la mode, que les manches gigots sont apparues. Donc ça donne ça en termes, je sais pas si on voit grand chose là. Donc les robes étaient un petit peu plus courtes, c'est-à-dire qu'on voyait maintenant les chevilles. Là c'était très serré, je sais pas si on voit bien, ou sinon je mettrai une photo. C'était très resserré au niveau de la taille, c'est-à-dire que le corset durant la Restauration est réapparu. Donc la femme devait à nouveau se serrer la poitrine, hein, tout simplement. Et ensuite on avait une robe un peu plus large pour ce qui est des hanches. Donc ensuite on est arrivé à la moitié du 19e siècle, donc à partir des années 1840 jusqu'en 1870, où la mode a été modifiée par la révolution industrielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec surtout la création des machines à coudre. Et c'est ce qui a permis d'avoir, pour les femmes en tout cas, ce qu'ils ont appelé la crinoline. Alors ça vient du mot crin. Donc j'espère pour elle que c'était moins... c'était pas le crin qu'on connaît aujourd'hui, enfin j'espère, parce que sinon c'était vraiment pas très doux, donc ça devait être assez difficile à porter. Donc là il y a eu en fait, grâce à la révolution industrielle, donc comme je vous ai dit avec la machine à coudre, il y a eu en fait la création de jupons, donc d'armatures, de jupons, et plus la femme avait un volume donc de crinoline important, plus, alors c'est vraiment, on n'est plus avec de la noblesse, mais on est avec de la bourgeoisie. Et la bourgeoisie, les femmes ne devaient pas travailler, donc moins elles avaient la possibilité de bouger, et plus ça voulait dire tout simplement qu'elles avaient des domestiques à leur service pour pouvoir faire le travail, et donc elles étaient riches. Donc c'est une bourgeoisie en fait qui montrait par ce biais-là de la mode. Donc les hommes, eux, étaient restés simples, ils avaient le costume habituel, alors j'ai pas pris un modèle là, mais ils avaient un costume classique d'hommes d'affaires, puisque au niveau du 19e siècle, c'était la bourgeoisie, et les hommes bourgeois étaient des hommes d'affaires. Et leurs femmes, par contre, devaient montrer la richesse des hommes, de leur famille,
en ne pouvant pas bouger. Donc ça veut dire que plus ils avaient de volume de crinoline sur elles, plus elles avaient de domestiques et plus elles étaient riches. Donc ce qui voulait dire que il y a eu une production massive de crinoline pour que les robes soient de plus en plus, soient remplies de, soient le plus fournies possible pour justifier de la nouvelle richesse de la bourgeoisie. Donc voici ce qui est, je ne sais pas si on voit très bien, une robe avec de la crinoline. Et il fallait en fait qu'il y en ait beaucoup. Donc ça c'était la période, la troisième période que j'ai identifiée sur le 19e siècle. Et la dernière période qui est donc la tournure, qui est à partir de 1870 jusqu'à la fin du 19e siècle. Et donc là, la mode a changé, donc la crinoline a disparu. Et on est revenu à une mode plus simple avec des volumes, cette fois-ci pas partout, des volumes qui étaient exclusivement sur l'arrière. Donc je vais vous montrer comment était fait le... Donc ça veut dire que la robe était fine et plate sur le devant et devait avoir un volume important sur l'arrière pour que ce soit moderne à l'époque. Donc voilà ce qu'on appelle la tournure, c'est-à-dire c'était ce petit ajout que l'on mettait à la taille des femmes et qui permettait d'avoir un volume fesses préhominantes, non, excusez-moi, j'ai un mot que je me souviens plus, les fesses rebondies on va dire, ici. Et donc ça c'est la dernière période du 19e siècle que j'ai identifié par rapport à ce siècle-là. Voilà pour ce qui est de l'histoire de la mode. C'était un peu compliqué, j'avoue, le 19e siècle, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui étaient mélangées avec la révolution industrielle. Et j'ai eu quand même pas mal de mal à identifier les périodes auxquelles elles correspondaient. Enfin, chaque période et chaque mode, chaque costume de chaque période j'ai eu un peu de mal à identifier cela. Donc voilà pour ce qui est de l'histoire de la mode. Normalement on attaque à partir du mois prochain le 20e siècle, hein, donc le 20e siècle et la mode d'aujourd'hui on va dire, parce qu'il n'y a pas eu d'évolution depuis, si quand même, mais on va surtout, je pense, regarder les personnes qui ont été importantes en termes de mode, hein, j'entends, sur la période du 20e et 21e siècle jusqu'à aujourd'hui en fait. Donc ça c'est une autre histoire. Voilà pour ce qui est l'histoire de la mode. Je passe maintenant aux créations du mois. Alors, donc pour le mois de février, oui c'est ça, je ne sais plus quelle journée. Pour le mois de février, la première création, donc il y a deux modèles. On a dans ce livre, je vous rappelle hein, que j'utilise ce livre CAP Couture, passez votre CAP Couture, pardon, de Christine Charles et Artesane. Et donc chaque mois, il y a un basique à coudre, que je ne fais pas tout le temps parce que des fois je connais un peu, enfin j'ai déjà effectué ce type de basique. Et puis le modèle du mois. Donc le basique du mois de février était un bombers. Il fallait en fait travailler la couture d'une fermeture éclair séparable, ce que d'ailleurs je n'avais jamais fait. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce basique du mois. Donc c'était un bombers, hein. Donc on n'avait pas le patron du bombers. On devait aller voir sur le site d'Artesane les modèles qu'ils proposaient. Alors il y avait un modèle de M comme Marie mais que je n'aimais pas trop. Il y avait un modèle je me souviens plus du nom, mais il était en rupture du stock. Et le dernier modèle, c'était une marque connue pourtant, mais qui n'existe plus puisqu'elle vient de fermer sa boutique. Et c'était chez Machine. Mais plus de stock non plus puisque la boutique a été fermée. Donc j'ai regardé un petit peu ce que j'avais moi dans mon stock et je me souvenais pas, mais j'avais, et du coup ça tombait très bien. C'est un modèle pour enfants, mais bon, c'est pas grave, ça revient en même en termes de construction du vêtement. C'était donc le Bombers Jules Dicati.
Donc celui-ci, il est de la taille 3 à 12 ans. Donc je suis partie sur ce modèle-là parce que j'avais... il y a longtemps que je voulais le faire, mais j'ai fait, du coup j'en ai profité pour faire un modèle pour un enfant de 4 ans qui est le même que pour le petit, pour les suites. Hein. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire déjà sur le patron? Alors, mes difficultés par rapport à ce modèle ont été liées aux explications, je vais vous expliquer pourquoi, ont été liées aux explications qui, pour moi, n'étaient pas forcément les plus claires possibles. D'une part, parce que le livret est en noir et blanc, et que du coup, c'est pas forcément facile de voir, alors surtout au niveau du col, j'ai eu des difficultés au niveau du col, et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'épaisseur hein, qui faisait que bah, c'était pas super net pour moi de comprendre et de savoir, de visualiser comment coudre hein, les choses. Donc la première chose déjà pour commencer, il fallait coudre les poches. Alors si on suit l'étape du patron, on coud les manches en premier lieu et ensuite on coud les poches. Sauf que l'étape 1 et 2 c'est les manches. Et on se retrouve avec l'étape 3. On se retrouve avec l'étape... enfin, une c'est d'abord les épaules et ensuite les manches et après on fait les poches. Sauf que si on regarde bien le dessin, les poches sont construites avant la construction des manches, avant la couture des manches. Ce qui fait que quand on a fait les étapes, quand on suit en fait le cheminement du patron, eh bien, on est un peu gêné par les manches qui sont déjà montées à cette étape-là. Donc l'étape des poches devrait être faite en deuxième lieu ou en premier lieu d'ailleurs, pour ne pas être gêné par les manches. Et j'ai été gênée par les manches et du coup c'est pas aussi joli que j'aurais souhaité que ce le soit. Donc ça c'est première difficulté par rapport au patron. Ensuite, la deuxième, enfin j'ai cherché en fait après pour voir, mais après coup, j'avais déjà monté le vêtement et j'ai trouvé que c'était pas forcément super explicite pour moi. Donc j'ai cherché des vidéos, mais il n'y avait pas de vidéo par rapport à Ikati, ce qui est dommage d'ailleurs. J'ai trouvé d'autres marques qui avaient mis en ligne des vidéos de montage de bombers, sauf que la plupart étaient des marques, enfin des vidéos avec des bombers doublés. Donc la construction n'est pas la même, parce que là c'est un bombers qui n'est pas doublé. Et sinon, sur d'autres, la marque Jali, j'en ai trouvé un qui n'était pas doublé, mais le montage du col n'était pas du tout le même. Et je trouve que d'ailleurs qu'il était peut-être plus simple, à monter. Donc, je vous mettrai le lien éventuellement de celui de Jali si vous avez besoin de faire un bombers, parce que c'est pas évident de coudre une fermeture éclair avec du bord-côte sur un col et que ce soit le plus joli possible en finition, j'entends. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre? Oui, pour le bord-côte, je voulais absolument utiliser un bord-côte rayé. J'ai pas trouvé des bord-côte rayés qui soient vendus au mètre. Ce sont des bord-côte en fait. Alors, attendez, je vais prendre un modèle tout de suite. Les seuls bord-côte rayés que je trouve, ce sont ce genre-là. Ils sont déjà préformés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les ouvrir. Là, ils sont préformés, on ne peut pas les ouvrir. Et j'en ai pas trouvé en mètre pour qu'on puisse faire correctement les bracelets de manche et le bord du bas. Ce qui veut dire que du coup, quand on coud ce type de bord-côte, et c'est ça qui m'embête avec ce type de bord-côte, eh ben, on voit la fermeture, on voit la couture finale, alors que dans les bord-côte au mètre, on peut refermer en deux et que du coup, on ne voit pas la couture finale. Et ça, c'est ce qui me gêne dans le modèle, parce que justement, on voit la couture, mais je vais vous montrer. On voit la couture. Et si vous avez par hasard une connaissance sur des sites qui vendent du bord-côte de ce type au mètre, qui me permettra d'utiliser ça de manière plus jolie en termes de finition également. Donc, pour ce qui est de la couture du zip séparable, j'ai pas eu de difficulté, hein, c'est pas plus compliqué qu'un zip non séparable. Il faut juste,
aligner, faire attention de bien aligner chaque hauteur par rapport aux vêtements. Donc je vais vous montrer. Et puis sinon, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Et oui, j'ai utilisé un zip, mais malheureusement il était trop petit. J'en avais acheté des plus grands, mais là ils étaient trop grands. Et comme j'avais pas le matériel, et j'ai su après coup que ça se vendait, je n'avais pas le matériel pour écouper les dents du zip et bloquer surtout le reste du zip pour pas que le zip s'en aille. Là j'ai fait une commande récente sur Amazon, donc j'attends de recevoir ça parce que dorénavant je saurais qu'on peut couper en fait facilement la hauteur des zips et mettre un bloc qui permet de fermer la fermeture sans que tout s'en aille. Mais je les avais pas, donc je l'ai fait avec une fermeture qui est plus petite parce que mon bord-côte justement, mon bord-côte comme ça était plus large malheureusement que ce qui était préconisé. J'ai pas fait attention et quand j'ai cousu, je me suis rendu compte après coup que la fermeture qui était indiquée en termes de taille sur le patron, elle était trop petite. Mais bon, c'était mon premier, on va dire que pour moi, c'est pas une réussite, mais il n'est pas moche visuellement. Donc voici le résultat. Alors comme je vous disais, ce que j'aime pas sur ces bord-côtes, c'est que du coup, on est obligé d'avoir une couture visuelle, voyante, visible, pardon, je vais y arriver, une couture qui se voit et je n'aime pas ça. J'aurais voulu que ce soit refermé avec un autre, mais du coup, ce bord-côte là, celui-ci vient de Mercerie Extra. Mais j'arrive pas à trouver des bord-côtes de ce genre en mètre. Donc là, le zip, donc c'est pas de difficulté particulière au niveau du zip. À part faire attention à ce que, je referme, l'alignement du bord-côte ici et le zip soit le même. Sinon on se retrouve avec faire attention à ce point de détail. Là, vous voyez aussi pareil ici, je n'aime pas le fait qu'on voie ici la fermeture, ça me déplaît. Donc si j'avais eu un... Mais d'ailleurs, je ne sais pas trop, si j'avais eu un qui se referme par derrière, je ne sais pas trop comment j'aurais pu le coudre. Donc si vous avez aussi des vidéos là-dessus, ça m'intéresserait. Donc des petites poches qui sont intégrées directement aux vêtements. Et j'y ai mis un petit écusson USR pour mon petit aviateur. Et j'ai mis ma petite étiquette. Donc ce qui me gêne le plus, c'est la finition ici, que je trouve pas forcément top. Et je pense qu'il doit y avoir une autre façon de faire, mais bon. Alors j'ai fait différemment par rapport à ce qu'elle avait dit, parce qu'elle coud la bande de propreté à la fin. Mais j'avais pas forcément envie qu'on voit ici la couture de la bande de propreté. Je sais pas si c'est très clair. Donc du coup je l'ai cousu avant. Et après j'ai fermé le zip. Enfin j'ai cousu le zip pour pas que ça se voit. Mais vous voyez, je trouve qu'il doit y avoir une autre méthode et je trouve que c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Enfin en tout cas c'est pas ce qu'on voit dans les vêtements du commerce. Donc c'est pour ça que je me dis qu'il faut que j'arrive à trouver la bonne méthode. Parce que c'est un très joli modèle. Il y en aura certainement d'autres, parce que là, du coup, ça va jusqu'à l'âge de 12 ans, donc il y a de quoi faire. Et au moins, j'ai appris à coudre une fermeture séparable. Donc voilà pour ce qui était la première cousette, qui est donc la cousette du basique à coudre du mois. Et donc la deuxième cousette, c'était le modèle du mois. Donc le modèle du mois était une veste, alors on était sur le mois du blouson et de la veste. La veste Armelia, qui est ce modèle-là. Alors comme ça, je trouvais je trouvais pas le modèle forcément joli. En plus, la matière qu'on devait utiliser, c'était de la laine. Donc je ne porte pas franchement de la laine, parce que c'est pas une matière que je trouve agréable à porter. Donc je suis partie sur un modèle mini, comme j'en ai fait déjà, parce qu'il me restait un petit bout de laine d'un poncho que j'avais fait pour ma fille. Donc il me restait un petit bout de laine, donc j'ai utilisé cette laine là pour faire ce modèle mini. Donc pour ce qui est donc j'ai fait la version 1, il y a 4 versions différentes, j'ai fait la version 1 qui est la première. Et pour ce qui est des points techniques à travailler sur ce modèle, c'était donc les pinces. Donc je vous montre le modèle, le schéma technique.
si on voit grand chose. Donc il y avait les pinces poitrine et losange, donc dos et devant. Les découpes princesse également, qu'on avait retrouvé le même modèle que Iselda, on avait des découpes princesse à effectuer. Alors, tout le modèle, pas très bien comme ça, mais tout le modèle sur l'endroit a un passepoil. Donc on avait la pose d'un passepoil également à effectuer. Intérieur, il y a pareil, il y a du biais, donc la pose du biais. Et les manches qui sont donc des manches tailleur, qui sont donc en 2 morceaux. Donc c'était quand même un modèle assez technique malgré tout. Mon choix du mini, ça n'a pas été forcément un choix judicieux parce que qui dit point technique dit difficulté technique sur une version qui est réduite, c'est encore plus difficile. Mais bon, j'ai pas pu faire tout ce que j'aurais voulu faire sur le modèle parce qu'il y a des petites parties où je n'avais même pas accès à cause de l'étroitesse de la pièce. Du coup, je n'avais pas pu accéder à certaines parties qu'il fallait faire. Donc j'ai abandonné cette partie-là. Hein. J'ai pas non plus insisté parce que de toute façon, c'est pas une veste que j'allais porter. Hein. Et donc, pour la version mini, je l'ai imprimée à 50% de la taille 38 comme j'avais fait pour les jupes. Pour la jupe Ambrosia. Donc c'est 50% de la taille 38 qu'on trouve sur le site d'Artezane, et puis on a juste à réduire à 50% l'impression. Ce que j'ai dû faire également, parce que quand on réduit un patron, on en réduit aussi les marges de couture, donc j'ai dû également reprendre toutes les marges de couture hein, parce qu'elles étaient diminuées par 2, et que comme je m'étais fait avoir une première fois avec Ambrosia, pardon, je n'ai pas fait la même erreur. J'ai repris toutes les marges de couture pour qu'elles correspondent à la gamme de montage. Comme ça, ça évitait que je me trompe et de me retrouver avec des marges de couture. Quand on a des marges de couture à 0,5, avec une version mini, on était à 0,25. Donc c'est vraiment très compliqué de coudre au bord du tissu. Parce que là, c'est pas simple. Donc du coup j'ai repris toutes les marges et ça m'a permis de coudre comme si j'avais une version normale devant moi. Alors je n'ai pas entoilé parce que version mini j'avais pas besoin de raison d'entoiler hein, mais bon, il y a 2 parties qui n'ont pas été faites en entoilage. Et ensuite j'ai utilisé pour la laine, pour marquer, enfin faire les repères, hein, j'ai utilisé du fil à bâtir parce que sur la laine, la craie, elle ne reste pas. Donc du coup, j'ai dû bâtir tous les repères avec du fil à bâtir. Donc voici ce que ça donne, la petite veste Armelia. Donc, je vous montre les difficultés rencontrées. Donc comme je vous ai dit, l'étroitesse des pièces. Donc il y a un passepoil que l'on fait sur tout le contour devant. Alors ce qui est étonnant, c'est que du coup avec la laine, le passepoil a un peu durci la laine, donc ça rebique un petit peu là. C'est l'épaisseur à l'intérieur, hein. Si l'épaisseur à l'intérieur, ça en fait quand même quelques-unes hein, avec la laine. Alors, je n'ai pas pu surpiquer les pinces. Alors normalement, il y a, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, parce que bien évidemment, en plus c'est du noir. Les petites pinces, je ne sais pas, attendez, je vais essayer d'allumer ici, voir si on arrive à voir quelque chose un peu plus. Là, on ne voit pas grand chose. Non, je suis désolée, vous n'allez pas voir grand chose à mon avis. Bon, il y a des pinces poitrine et des pinces... alors peut-être que les pinces d'eau, vous allez mieux les voir. Les pinces d'eau qui sont ici. Il faut les surpiquer, sauf que là... j'ai pas assez de matière pour surpiquer, donc ça je l'ai pas fait. C'est une étape que je n'ai pas faite. Et ensuite au niveau du bord-côte, donc là on voit le passepoil, ici c'est le bord-côte, fait tout le tour, et le biais l'ourlet est fini avec un bord-côte également. Alors normalement c'est fini également avec un bord-côte au niveau des manches, mais là comme vous voyez je peux pas rentrer un pied de biche là-dedans, c'est pas possible. Donc j'ai pas pu faire mon bord-côte, donc je laissais tel quel. Il y a également des fausses dans les manches tailleur. Alors je suis désolée, je suis pas sûre du tout que vous voyez quoi que ce soit. Donc les manches tailleur sont faites en 2 parties.
et créer ici une fausse fente, comme si en fait on avait une boutonnière, hein, une fausse fente, mais elle n'est pas, elle s'ouvre pas quoi. C'est la création d'une fausse fente sur sur la veste. Alors ma difficulté en termes de couture également, j'ai eu quelques difficultés, c'est avec le passepoil. Il y a plusieurs façons, alors j'ai vu plusieurs vidéos, hein, mais il y a plusieurs manières de coudre le passepoil, pardon, de coudre le biais, pardon, excusez-moi. Sur le livre, ce qui me chiffonne un peu, sur le livre, on a l'impression que le biais, à l'endroit, on ne voit pas de couture. Parce que, d'après ce que j'ai cru comprendre là, si je regarde ici, bon, mon biais à l'endroit, on voit la couture à l'intérieur. Mais d'après le bouquin, normalement la couture devrait être dans le creux ici. Ce qui veut dire que normalement, à l'extérieur, on ne devrait pas avoir de couture. Sauf que là, c'est pas le cas. Moi, je ne vois pas comment je peux coudre ici, entre les deux. Parce que le biais à l'intérieur doit... C'est refermé là. Le biais à l'intérieur, peut-être ici, ce sera peut-être mieux. Voilà. Là. Le biais qui est à l'intérieur est normalement plus de 2 mm plus haut que le biais qui est à l'extérieur, qui est visible. Sauf que du coup, déjà quand je couds comme ça m'arrive fréquemment d'avoir des espaces qui ne sont pas cousus. Alors je sais pas, là c'est pas le cas à première vue. Oui, ici, regardez. Quand on coud à l'extérieur, puisque si on coud sur le devant, enfin sur le devant, oui. Normalement, on doit réussir à prendre l'extérieur. Sauf que là, vous voyez, des fois, c'est pas... c'est limite. Alors que je me dis que quand c'est comme ça, c'est limite. Si je couds au-dessus, c'est-à-dire qu'ici, on voit pas de fil, bah, je risque pas d'attraper le passepoil, le biais derrière, quoi. Donc, je sais pas. Il y a plusieurs méthodes. Et sur les vidéos que je vois, souvent, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'on voit le fil derrière qui s'accroche, enfin, qui est visible sur l'extérieur. Donc je ne sais pas si c'est bon ce que j'ai fait ou pas. J'ai un doute. Mais je vois pas d'autre méthode pour le faire. Parce que après on pourrait éventuellement le coudre à l'envers. C'est-à-dire que pour ne pas qu'il y ait de risque de rater une partie comme j'ai fait là. Là c'est vraiment limite. Elle est quand même prise dans la couture mais c'est vraiment limite. Pour ne pas qu'il y ait une partie ratée ici, je me dis pourquoi ne pas coudre. Alors normalement c'est on coud endroit contre endroit le biais et ensuite on le retourne et on coud le biais sur l'endroit en faisant bien attention à prendre derrière l'envers. Mais si on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on coud d'abord l'envers en premier lieu et qu'on retourne et qu'ensuite on coud l'endroit, on risque pas d'avoir des parties qui se... Enfin pour moi, je pense qu'on risque pas d'avoir des parties qui s'échappent puisqu'il sera déjà cousu sur l'envers. Je sais pas. Mais bon, je pense pas que ce soit pas la bonne technique liée au CAP, mais visuellement, je pense que ce serait peut-être la meilleure façon pour ne pas avoir un raté à l'extérieur, à l'intérieur, pardon. Dites-moi ce que vous en pensez. Quelle méthode vous utilisez, parce que je m'interroge vraiment sur cette façon de coudre. Hein. Et ce qui est préconisé dans le bouquin, bah, j'ai du mal à le percevoir de manière correcte en termes de finition. Bon, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, comment vous procédez, ça m'aidera à saisir un petit peu les choses. Donc voilà, ça c'était la deuxième cousette, qui est donc la veste Armelia. Je la trouve quand même finalement, après coup, je me suis dit que finalement c'était pas si moche que ça. Même elle est même plutôt jolie. Derrière, on a quand même aussi les... c'est une veste cintrée. Hein. Alors, normalement, il y a bien sûr, hein, normalement, on fait sur le livre, il y a les boutonnières. Je les ai pas faites, hein, parce que ça va pas... À moins d'être mini, elle va pas être portée. Ah si, tiens, elle sera portée. Je l'ai mise avec ma robe Iselda. Je reviens. Iselda, la petite robe, je sais pas si vous vous souvenez, la petite robe Iselda, ben, elle a maintenant sa petite veste.
Donc voilà, excusez-moi pour la coupure. Donc je vous disais que Iselda avait sa petite veste pour sortir maintenant. Donc c'était tout pour les coutures du mois. Et je voulais vous montrer donc maintenant le livre avec lequel je me suis basée pour travailler les tutos que dont je vous explique après. Donc il s'agit de ce livre-là, Détails de la mode à la loupe, des éditions Esmode. Et je me suis rendu compte que je vous avais pas bien, enfin je vous avais pas montré du tout l'intérieur du livre pour que vous puissiez voir éventuellement si ça peut vous intéresser, si vous-même vous souhaitez passer votre CAP. Donc on a plusieurs types, alors ce sont que des pièces d'études, hein, c'est pas un bouquin pour faire des vêtements, hein, c'est des pièces d'études pour travailler. Donc ce mois-ci j'ai fait 2 tutos que je vais vous mettre, alors pas sur la suite de cette vidéo là, mais puisqu'on m'a demandé de les mettre séparément, et ce qui est tout à fait logique, pour que vous puissiez éventuellement les retrouver si vous aviez à vous y référer pour coudre un modèle particulier. Donc je vous ai fait le modèle de la braguette, le tuto de la braguette avec zip et soupon, et le tuto de la braguette à boutons. Donc je vous montre comment ça fonctionne. En fait on a le modèle à coudre, le type de modèle que nous devons faire. On a le gabarit pour chaque modèle. Et ensuite on a la gamme de montage. Donc de la version linéaire, texte, et la version gamme de montage industrielle. Et ça permet de pouvoir suivre correctement les indications à effectuer. Donc les 2 vidéos que j'ai faites, je vais vous les mettre donc séparément. Des vidéos comme vous avez pu voir sur les précédentes, je les ai séparées également. Comme ça vous allez pouvoir voir en fait si vous recherchez en fait la vidéo. Donc je vais vous montrer, donc je vous ai fait le tuto de la braguette. Donc ça, cet exemple là, donc la braguette zippée. Braguette zippée, donc premier tuto. Et le deuxième, c'est le tuto de la braguette également, mais cette fois-ci à boutons. Et donc ça, c'est le deuxième tuto que je vous mets à la suite de cette vidéo-là. Et voilà, c'était tout pour ce mois-ci. J'espère que ça vous plaira encore. Merci à tous donc de continuer à me suivre et de m'encourager par vos messages. J'avoue que grâce à vous aussi, je continue à persévérer parce que c'est pas toujours évident de garder le rythme. Et cette vidéo-là, justement, tous les mois m'incite à garder ce rythme, et ça m'encourage aussi à continuer par vos messages et vos gentils messages, je dirais, parce que franchement vous êtes très sympa avec moi, merci beaucoup. Et puis donc je vous dis à bientôt, au mois prochain. J'espère que mes vidéos qui suivent vont vous plaire, dites-moi tout ça, et puis je vous embrasse très fort, et bon mois de mars cette fois-ci. Au revoir.